Le revers avec le He-Tenonduv ne fait qu'attiser le désir de Heinrich Hartel et d'Ernst Heinkel lui-même de s'assurer que le prochain chasseur de la Luftwaffe provienne de leur entreprise. Cependant, après que la sélection ait penché en faveur du Bf-109, Ernst Udet a annoncé de mauvaises nouvelles. Le département technique avait décidé de rationaliser la production. Désormais, la firme Heinkel était censée se concentrer exclusivement sur les bombardiers, tandis que Messerschmitt s'occupait des chasseurs. Mais cela n'a pas entamé l'enthousiasme de Heinkel. Au moment où la question d'un futur remplaçant pour le Bf-109 était envisagée à l'automne 1937, Siegfried Gunther travaillait déjà d'arrache-pied sur un nouvel avion. S'appuyant sur l'expérience acquise avec le HE-119 à grande vitesse, il développait un design qui était, à certains égards, encore plus non conventionnel. Ce chasseur était connu sous le nom de projet Min-35, et les travaux sur celui-ci avançaient très rapidement. Hartel et ses concepteurs avaient retenu la leçon de l'histoire du HE-112. Cette fois-ci, ils ont misé sur la simplicité structurelle, réduit le nombre de pièces et fait tout leur possible pour abaisser les coûts de production. Le projet Min-35 présentait un large écartement du train d'atterrissage, avec des jambes de force qui se rétractaient vers l'intérieur, vers le centre du fuselage. Une attention considérable a été portée à l'aérodynamisme. À cet égard, l'avion était destiné à être une véritable référence dans sa catégorie. Le désir de minimiser la traînée a conduit les ingénieurs à une décision audacieuse, installer un système de refroidissement par évaporation similaire à celui utilisé sur le HE-119. De plus, les concepteurs ont essayé de se débarrasser complètement du radiateur d'huile standard. Au lieu de cela, ils ont utilisé de l'alcool méthylique pour refroidir l'huile. Cela fonctionnait ainsi. L'alcool s'évaporait, transférait la chaleur au radiateur de surface dans la queue et le fuselage se condensait à nouveau en liquide à cet endroit, puis retournait au système. Une autre caractéristique unique du projet Tien-35 était qu'il n'utilisait pas de support moteur standard. Le capot moteur était parfaitement profilé autour du moteur Daimler-Benz DB601 et il était construit si solidement qu'il supportait le moteur lui-même. À part cela, le design était assez standard, avec un fuselage ovale et une aile à revêtement travaillant. Les jambes de force du train d'atterrissage se rétractaient dans des puits juste à l'avant. Ils ont placé le carburant dans 4 réservoirs situés à l'arrière, occupant près de la moitié de la longueur de l'aile et contenant 91 gallons de carburant. Les ailerons et les volets couraient sur toute la longueur du bord de fuite de l'aile. La partie la plus intéressante du projet était qu'ils ont construit 2 jeux d'ailes différents en même temps. Le premier jeu avait une envergure de près de 31 pieds et une surface de 156 pieds carrés, tandis que le second jeu était de beaucoup plus petit avec une envergure de 25 pieds et une surface de 118 pieds carrés. L'ingénieur en chef Siegfried Gunther ne voyait pas vraiment l'intérêt de cette approche, mais Ernst Heinkel avait un record de vitesse mondial en tête. Le rêve d'établir un record était resté ancré chez Heinkel dès le début. Pour ce faire, il avait besoin d'une petite aile, mais cela ne fonctionnerait tout simplement pas pour un chasseur à part entière. C'est ainsi qu'est venue l'idée de faire 2 versions, une plus grande envergure pour l'avion de combat et une plus petite pour l'avion de record. Ils ont terminé les travaux sur le projet le 25 mai 1937, mais Ernst Udet n'en a été informé qu'en octobre. Lorsque le premier avion était déjà entièrement assemblé, même si le commandement de la Luftwaffe doutait encore de la nécessité de chercher un remplaçant pour le Bf-109 éprouvé, la société Heinkel a tout de même obtenu le contrat. Ils ont commandé 3 prototypes et 10 avions de présérie qui ont été désignés sous le nom de Hatcher-100. À la demande de Heinkel, quelques mois plus tôt, Kurt Tank avait convaincu le ministère de l'Aviation de sauter la séquence et d'attribuer le numéro 200 à son avion de transport. Le numéro 100 avait été réservé à la société Fieseler, mais il n'était pas encore utilisé. Suivant la même logique que Tank, Ernst Heinkel a décidé qu'un tel nombre rond ferait la marque parfaite pour son nouveau chasseur, et il a réussi à obtenir gain de cause. Le moteur DB601 pouvait fonctionner sous des charges thermiques assez intenses, de sorte que l'accumulation importante de chaleur lors des premiers essais de roulage du HE-100V1 n'a pas vraiment suscité d'inquiétude particulière. Le 22 janvier 1938, le HE-100V1 a pris son envol. Hans Dietrich était aux commandes, car le chef pilote d'essai de la firme, Gerhard Nitschke, se remettait encore d'un accident survenu en décembre avec le HE-119V4. Malgré une tendance à osciller, la maniabilité du nouveau chasseur était normale, mais le système de refroidissement par évaporation a réservé une mauvaise surprise.
De fortes différences de température entre l'intradose et l'extradose de l'aile, cette dernière étant utilisée pour le refroidissement, ont entraîné une déformation sérieuse du revêtement et ont même endommagé la structure de l'aile elle-même. Il ne faisait aucun doute qu'une erreur avait été commise dans les calculs de résistance structurelle concernant cet écart de température. Ainsi, sur le prototype suivant, le HE100V2, ils ont épaissi le revêtement et augmenté la surface du radiateur. En mars 1938, les essais se sont poursuivis sur cet appareil. Bien que le système de refroidissement ne fonctionnait toujours pas parfaitement, les performances du HE100V2 ont permis de le préparer pour un vol record sur un circuit fermé de 62 miles. Il s'agissait d'un échauffement avant la tentative d'attaque du record de vitesse absolue avec le modèle HE100V3. Ils ont choisi un tronçon de 21 miles entre l'aérodrome de Vostro et la station balnéaire de Müritz, sur la côte de la mer Baltique. Le vol, à une altitude d'environ 19 700 pieds, devait être effectué par le pilote de la compagnie, le capitaine Herding. Le départ était prévu pour le 6 juin 1938, mais au tout dernier moment, Ernst Udet, qui avait peu de temps auparavant testé le V1 restauré, a décidé de piloter personnellement le V2. Udet a établi un nouveau record, 392 miles par heure. La tentative de manipulation autour de ce record a eu plus tard un impact négatif sur le destin du chasseur lui-même. L'idée est apparue de convaincre les acheteurs étrangers potentiels que le He-112 était déjà en service dans la Luftwaffe et, en même temps, de le commercialiser comme un avion record. Il a été annoncé que le record avait été établi par le He-1011V Udet. Parallèlement, toutes les photographies nettes de cet appareil ont été retirées de la presse. Les premiers et deuxièmes prototypes appartenaient à la série A. Ils étaient propulsés par un moteur DB601A, développant 1100 chevaux au décollage et 1020 chevaux à une altitude de 1300 pieds. Les ailes avaient une grande envergure, mais le troisième exemplaire, le V3, a reçu des ailes plus courtes, une nouvelle verrière plus profilée et surtout un moteur DB601 suralimenté. Comme le He-100V3 était préparé pour battre le record du monde, la vitesse du moteur a été augmentée de 2480 à 3000 tours par minute. Un système d'injection d'alcool a brièvement porté la puissance jusqu'à 1800 chevaux. La livraison de ce moteur a été retardée jusqu'en août 1938. Il s'est avéré si capricieux qu'il nécessitait une surveillance constante de la part des représentants de Daimler-Benz. Ce moteur n'était conçu que pour un seul vol, il ne pouvait donc pas être testé au sol. Tous les essais ont été effectués avec un DB601 à standard. Le moteur spécial n'a été installé qu'au début de septembre 1938. À Warnemünde, tout était prêt pour le vol record. Le pilote Gerhard Nitsch a fait décoller le He-100 V3, mais l'une des jambes du train d'atterrissage n'a pas réussi à se rétracter. Gerhard, qui venait de se remettre de blessures subies dans un autre appareil, le He-119 V4, a tenté de redescendre le train, mais la roue s'est bloquée dans le logement du train. Il était impossible de réduire la puissance de ce moteur spécial, ce qui excluait un atterrissage en toute sécurité sur une seule roue. En conséquence, Gerhard Nitsch a été contraint de s'éjecter. Pendant le saut, il a heurté l'empennage et a été blessé, peu de temps avant la tentative ratée d'établir le record du monde. Le He-100 V4 est arrivé à Reschen. C'était un nouvel appareil de la série B qui présentait certaines différences de conception. Son poids à vide était d'environ 46-300 livres et le poids au décollage de 50-600 livres. En fait, le V4 est devenu le prototype de toute la série. Près du sol, la vitesse atteignait 356 miles par heure. À une altitude de 16-400 pieds, il atteignait 413 miles par heure. Et à 26-250 pieds, il faisait 396 miles par heure. Cependant, il était rare d'atteindre réellement ces chiffres, car la plupart des vols étaient interrompus en raison de la surchauffe du moteur. Le radiateur de surface était encore loin d'être parfait. Quelques semaines après l'arrivée du V4 à Rechlin, le deuxième appareil de la série B, le He-100 V5, a dû jouer un rôle dans une autre mise en scène que la France et l'Allemagne se sont offertes mutuellement. Au cours de la dernière année avant la guerre, le chef d'état-major de l'armée de l'air française, le général Joseph Vuillemin, est arrivé en Allemagne pour une visite officielle. Pour impressionner ses hôtes, il a choisi le seul bombardier expérimental MiO 340 comme moyen de transport. Ils ont retiré de l'appareil tout ce qui aurait pu le trahir comme prototype expérimental et y ont peint l'emblème personnel du général. Joseph Vuillemin l'a piloté de Villacoublay à l'aérodrome de Stetten, près de Berlin, à une vitesse moyenne considérable de 270 miles par heure. Il n'est pas clair si les Allemands ont réellement cru que la Miotte était déjà en service en France, mais les invités ont certainement cru à l'histoire selon laquelle le He-100 était déjà en production de masse pour la Luftwaffe.
Pendant le séjour de Joseph Vuillemin à Oranienburg, ils lui ont présenté le He-100 V5. Apparemment par accident, il était piloté par Hans Dieterl, qui attendait un signal d'Ernst Udet à Marienheide. Après un passage à grande vitesse à basse altitude, Hans Dieterl a posé l'avion et a roulé jusqu'à la délégation française. Erhard Milch a expliqué que c'était le tout nouveau chasseur allemand, celui-là même avec lequel Ernst Udet avait établi le record du monde sur une distance de 62 miles. Après cela, Erhard Milch s'est tourné vers Ernst Udet et a demandé « Dis-moi, Ernst, où en sommes-nous avec la production de masse ?» Ernst Udet a répondu « La deuxième chaîne de montage est déjà prête et nous aurons la troisième opérationnelle dans 2 semaines. Heise. » Les avions Acher-100 V6 et V7 appartenaient à la série C. Ils étaient équipés de moteurs DB601AA améliorés qui délivraient 1175 chevaux au décollage. Le premier de ces fuselages était prêt en mars et le 25 avril 1939, il a été livré à Rechlin. Cet avion était principalement utilisé pour les essais de moteurs. Le deuxième avion a pris son envol le 24 mai et le 9 juin, il était arrivé au centre d'essai. Mais le principal pari du concepteur d'avion Ernst Heinkel était le Acher-100 V8, détenteur de record. Soit dit en passant, ils l'ont sorti encore plus tôt que les 6e et 7e modèles. Le numéro 8 a reçu la même aile courte que le malheureux V3, ainsi qu'une verrière plus profilée et un stabilisateur abaissé. La société Daimler-Benz a fourni un moteur DB601 spécialement préparé pour le projet. Pour établir le record, ils ont choisi la périphérie d'Oranienburg et le pilote était Hans Dieterl. Le vol historique a eu lieu le 30 mars 1939. Le Acher-100 V8 a enregistré une vitesse de 464 miles par heure. C'était le premier record de vitesse absolue détenu par l'Allemagne. Cependant, à des fins de propagande, ils ont officiellement annoncé que l'exploit avait été réalisé avec le Acher-112U. De plus, ils ont intentionnellement dissimulé le fait qu'ils avaient utilisé un moteur spécialement suralimenté. Mais le triomphe n'a pas duré longtemps. De manière assez inattendue pour Heinkel, les concurrents de Messerschmitt sont passés à l'attaque pour le record du monde dès le 26 avril. Avec leur Mi-209, ils ont atteint une vitesse de 469 miles par heure. Heinkel a estimé que s'ils laissaient le moteur surchauffer aussi gravement que sur le Mi-209 V1, ils pourraient battre ce résultat d'au moins 9 miles par heure. Cependant, les préparatifs pour la revanche ont été interrompus le 12 juillet lorsque le chef du département d'ingénierie, Rolf Luetke, leur a ordonné d'abandonner toute tentative supplémentaire d'amélioration du record du monde. Environ 1 an avant que le He-100 V8 n'établisse le record de vitesse mondiale, le département technique avait déjà formulé les exigences pour un successeur potentiel du Bf-109. Focke-Wulf a réussi à remporter ce contrat avec son projet FW-110. Les responsables ont accepté d'examiner l'avion Acher-100 à une seule condition, s'il était équipé d'un moteur Junkers Jumo 211. Le problème était que les moteurs DB601 étaient déjà utilisés sur les chasseurs Bf-109 et Bf-110, et construire 2 fuselages différents pour le même moteur rare était considéré comme peu pratique. Les ingénieurs ont rapidement fait les calculs pour cette option et sont arrivés à la conclusion que le Jumo 211 était complètement inadapté au système de refroidissement par évaporation unique, qui était la principale caractéristique de la conception du Acher-100. De plus, le capot moteur spécial créé pour le DB601 aurait dû être entièrement repensé pour le moteur Jumo, ce qui, selon les calculs, aurait fortement dégradé les caractéristiques de vol. En conséquence, la proposition du département fut rejetée, mais Ernst Heinkel ne perdit pas espoir de trouver une place pour son He-100, du moins dans l'esprit de certains dirigeants de l'aviation. Au début de l'été 1939, le 3e avion de la série C, le He-100 V9, était prêt. Il fut le premier à recevoir un véritable armement, un canon moteur MGFF et 2 mitrailleuses MG-17 dans les ailes. Cette cellule était destinée aux essais statiques. Les 3 avions restants du premier contrat furent achevés en tant que version de pré-production, le He-100D0. Le premier d'entre eux prit son envol en septembre 1939. Parallèlement, la société Heinkel, de sa propre initiative, lança la production d'une série de 12 appareils de la modification He-100D1. Le modèle He-100D0 se distinguait par un nouveau pare-brise de cockpit, une verrière profilée continue sans renfort superflu et de petites fenêtres vitrées derrière le pilote. La dérive fut également allongée. Officiellement, l'armement était censé se composer d'un canon MG-FF et de 2 mitrailleuses MG-17, bien qu'en réalité, le chasseur n'ait souvent eu que 2 ou 3 mitrailleuses. L'efficacité technologique de la conception était impressionnante. Les chasseurs de la série D étaient assemblés à partir de seulement 969 sous-ensembles distincts.
À titre de comparaison, l'ancien Her 112B était composé de 20 985 pièces. Le nombre de rivettes fut réduit de 26 884 à 1 154. 3 pièces et la capacité du réservoir de carburant fut augmentée. Il contenait désormais 108 gallons de carburant. Peu après l'apparition du modèle Heasan D0, la société Heinkel fut autorisée à vendre ce chasseur à l'étranger. Des négociations débutèrent immédiatement avec un client de longue date, la marine japonaise, qui convoitait cet appareil depuis longtemps, mais une situation assez tendue se développa. Juste avant l'arrivée prévue de la délégation japonaise à Marina High, le 30 octobre 1939, Heinkel fut informé qu'une commission d'achat soviétique se présenterait le même jour. Heinkel n'était pas vraiment enchanté par cette rencontre, mais on lui expliqua la situation. L'Union soviétique fournissait des matières premières, et en échange, elle souhaitait obtenir des échantillons d'armement allemand. Pour éviter tout conflit ou malentendu, ils durent organiser un véritable jeu d'espionnage. Les spécialistes soviétiques et japonais furent conduits par des itinéraires différents, juste pour s'assurer qu'ils ne se croiseraient pas accidentellement. Les ingénieurs soviétiques étaient particulièrement intéressés par le système de refroidissement par évaporation. En fait, une technologie similaire avait déjà été développée par Sergei Vladimirovitch Ilyushin pour son chasseur expérimental, le TSKB-32, également connu sous le nom DI-21. Finalement, ils décidèrent d'acheter 3 appareils de la version Her-100D1. Ceux-ci différaient du modèle Her-100D0 par une envergure plus grande du stabilisateur de queue. Ces avions furent livrés à l'Union soviétique durant l'hiver 1939-1940 et furent répartis entre différents instituts scientifiques pour études. La délégation japonaise acheta 3 Heasan D0 pour 1,2 million de marks et pour 1,6 million supplémentaires, elle acquit la licence de fabrication. Les 3 chasseurs furent expédiés au Japon en mai 1940, après avoir été assemblés à la base de Kasumigara. L'appareil reçut la désignation navale Hakushin. Les caractéristiques de vol du Heasan-D étaient si impressionnantes que la marine japonaise ordonna immédiatement la production en série de cet appareil pour la défense aérienne de ses bases. La production devait être mise en place dans les installations de la société Hitachi. Ils construisirent même une nouvelle usine dans la ville de Chiba, spécifiquement à cet effet. Mais les circonstances jouèrent contre eux. Heinkel ne put expédier les gabarits et l'équipement nécessaires pour démarrer la chaîne d'assemblage de l'X-1. Le travail dut donc être interrompu. La société hongroise Manfred Weiss de Budapest tenta également d'acquérir une licence, mais ces négociations n'aboutirent à rien. Le Heasan ne fut plus jamais exporté. L'opération la plus célèbre à laquelle ces Heinkel ayant jamais participé fut une campagne de désinformation menée par les Allemands au printemps 1940. Au cours de cet événement, 9 avions H-100D1, opérant sous le nom fictif de H-113, jouèrent le rôle d'unités de combat entières de nouveaux chasseurs de la Luftwaffe. Ces avions étaient constamment repeints et certains arboraient même des marques de victoire aériennes qui n'avaient jamais eu lieu. Cette ruse fut rapidement démasquée et l'intérêt pour le soi-disant Heasan-13 s'estompa progressivement. Aujourd'hui, l'intérêt pour le chasseur H-100 provient principalement des passionnés d'aviation et de ceux qui pratiquent le modélisme. Mais trouver des informations détaillées sur cet appareil s'est avéré assez difficile. Les modélistes se sont retrouvés dans une impasse, car construire une réplique exacte sans les bons plans est quasiment impossible. Mais avant d'entrer dans la description technique du H-100, révélons un petit secret sur cet oiseau. Si vous ouvrez n'importe quel manuel d'aviation ou demandez à un expert quel armement ce chasseur transportait, ils vous diront avec assurance un canon de 20 mm et 2 mitrailleuses de calibre 7,92 mm. Mais d'autres sources d'informations affirment que le Heinkel H-100 est armé de 3 mitrailleuses MG-17 de calibre 7,92 mm. 2 d'entre elles sont montées dans les ailes et tirent à travers l'arc de l'hélice, tandis que la troisième est située dans le fuselage et tire à travers l'arbre moteur. Chaque arme dispose d'une réserve de 500 cartouches. Et pourtant, une autre description technique de 1940 indique que la troisième mitrailleuse n'était qu'un supplément optionnel, installé uniquement sur des avions spécifiques de la série H-100D1. Vraiment, pour 1940, la valeur de combat d'un chasseur, même avec 3 mitrailleuses de petit calibre, était proche de 0. Cela semblait risible comparé aux 8 mitrailleuses des Spitfire et Hurricane britanniques, bien que même leur efficacité fût déjà remise en question à cette époque. Quant au canon de 20 mm, l'associé au moteur DB601 s'est avéré une tâche ardue.
Rappelez-vous que sur le chasseur Messerschmitt Bf 109E, ils n'ont jamais réussi à le faire, bien que des travaux soient en cours. Il semble que les Allemands n'aient pas réussi à monter un canon sur un avion de combat équipé d'un système de refroidissement par évaporation aussi délicat, sensible aux chocs et aux fortes vibrations. On ignore encore aujourd'hui si des canons ont été installés sur les 3 avions japonais H-100D0, mais étant donné que les Japonais ont activement utilisé les technologies Heinkel et n'ont pourtant pas produit un seul chasseur avec un canon monté sur le moteur, nous pouvons supposer que les ingénieurs de Heinkel n'ont tout simplement pas pu gérer cette tâche. Cependant, les Britanniques ont cru à ce mythe, et le reste du monde a suivi. Pendant longtemps, personne n'a douté que le H-100 était un chasseur entièrement capable et armé de canons. Le secret des Heinkel est resté non résolu pendant plus d'un demi-siècle. Le fait que le H-100 n'ait eu que des mitrailleuses est indirectement confirmé par le fait que ces avions n'ont jamais vu le combat. Cela semble étrange, car d'autres avions expérimentaux, même ceux qui existaient en un seul exemplaire, étaient souvent envoyés au front pour des essais de combat. Aujourd'hui, les experts affirment que ce chasseur était inefficace en raison de son système de refroidissement spécifique. Il ressemblait à une conception de course et avait une faible capacité de survie au combat. Cependant, un tel avion aurait pu fonctionner avec succès non pas sur les lignes de front, mais par exemple dans le système de défense aérienne. De plus, il ne faut pas oublier qu'à la fin de la guerre, la firme Heinkel a reçu la tâche de créer l'Interceptor à grande vitesse P-1076. Il avait le même système de refroidissement par évaporation, mais était armé de 3 canons de calibre 30 mm. Les Japonais, s'appuyant sur l'expérience de Heinkel, ont également développé plusieurs avions avec une conception similaire. À la fin de la guerre, les hautes performances du chasseur H-100 ont été obtenues principalement grâce à son excellente aérodynamique. Il n'avait absolument aucun radiateur habituel pour l'eau et l'huile, grâce à quoi les lignes du fuselage sont restées parfaitement lisses. Cela dit, le H-100 possédait quelques autres caractéristiques intéressantes que peu de gens connaissent. Tout d'abord, le profil d'aile inhabituel. Aujourd'hui, nous dirions qu'il était proche du laminaire. L'épaisseur maximale de l'aile était décalée vers l'arrière. Cela montrait que les concepteurs avaient accordé une attention particulière à la réduction de la traînée pour les vols à des vitesses critiques élevées. Bien sûr, un tel profil compromettait un peu la portance, mais en contrepartie, la traînée aérodynamique était sensiblement réduite lorsque l'avion accélérait ou montait à une altitude significative. Rappelons que, dans une large mesure, c'est grâce à l'aile à profil laminaire que le P-51 Mustang américain est devenu l'un des meilleurs chasseurs de la Seconde Guerre mondiale. Et bien qu'il ne fût pas aussi maniable que, par exemple, le Supermarine Spitfire anglais, même s'il possédait le même moteur, grâce à son avantage de vitesse, il dominait complètement les avions ennemis. Construit 2 ans avant le Mustang, le H-100 allemand mérite également l'attention à cet égard. Cependant, en 1940, l'utilisation d'une aile laminaire sur un avion conçu pour les basses altitudes n'impressionna personne en particulier. Le temps pour de telles solutions n'était tout simplement pas encore venu. La verrière du cockpit suscita un vif intérêt, en particulier sa section coulissante centrale. En vol, elle s'alignait parfaitement avec le pare-brise et le carénage arrière, ne créant aucune protubérance. Il s'avéra qu'à l'ouverture, cette section se soulevait d'abord et ses barres inférieures s'écartaient vers l'extérieur. Mais, malgré tout, la chose la plus intéressante concernant le H-100 était son système de refroidissement moteur. En été, le moteur était refroidi à l'eau, et en hiver, ils utilisaient un mélange, 61,5% d'eau, 35% de glycérine et 3,5% d'alcool. Le système fonctionnait sous une pression de 29 à 44 livres par pouce carré. L'eau chaude sortait du moteur et s'écoulait dans des séparateurs spéciaux. Là, une partie de l'eau se transformait en vapeur qui se dirigeait vers les condenseurs d'aile. Sur les surfaces supérieures et inférieures de l'aile, sous le revêtement froid, la vapeur redevenait liquide. Cette eau était pompée dans un réservoir de 10,6 gallons installé dans le côté droit de l'aile. Au total, l'avion possédait 13 condenseurs de vapeur, 7 à gauche et 6 à droite. Leur surface totale s'élevait à 89 pieds carrés. De plus, il y avait un radiateur rétractable supplémentaire dans le fuselage pour condenser tout excès de vapeur. Les gens l'appelaient parfois à tort un refroidisseur d'huile rétractable, mais la vérité est que l'avion ne possédait pas de radiateur d'huile conventionnel. Cette tâche était gérée par un système de refroidissement à l'alcool. En gros, cela fonctionnait comme si vous preniez le refroidisseur d'huile et le plongiez dans un réservoir d'alcool. L'huile chaude transférait la chaleur à l'alcool, le faisant s'évaporer. Et cette vapeur se dirigeait vers des condenseurs de surface sur le fuselage, le carénage arrière, la dérive verticale et le stabilisateur.
Là, la vapeur redevenait de l'alcool liquide et était pompée directement dans le réservoir. Une particularité intéressante de la conception était qu'ils n'avaient inclus aucun dispositif spécial pour contrôler la température de l'huile. Le pilote la gérait simplement en modifiant le régime moteur ou le mode de vol. Malgré cela, le système de refroidissement était si efficace que la température de l'huile restait dans les limites sous n'importe quelle charge ou condition. De plus, le moteur ne possédait pas de bâtimoteur standard. Au lieu de cela, ce rôle était rempli par deux poutres structurelles, qui étaient essentiellement des extensions des flancs du fuselage, formant une unité unique avec la cellule. De plus, ces poutres servaient également de partie du capot de moteur. Cependant, cette configuration de montage spécifique finit par jouer un mauvais tour à Ernst Heinkel et devint l'une des raisons pour lesquelles l'avion ne fut pas adopté pour le service. Le fait est que le moteur DB601 utilisé dans le Hatcher 100 était absolument nécessaire en grand nombre pour les chasseurs Messerschmitt produits en série, les BF-109 et BF-110. Et remplacer le moteur du Hatcher 100 par un autre, comme le Jumo 2C11, était tout simplement impossible sans une refonte radicale de l'ensemble de la cellule. Ajoutez à cela le fait qu'à peu près à la même époque, Kurt Tank présenta son tout nouveau chasseur, le FW-190, pour des essais. Le commandement de la Luftwaffe y porta un grand intérêt, et une autre raison de l'échec d'Ernst Heinkel devient alors évidente. Revenons à la conception du Hatcher 100. Son fuselage était un semi-monocoque classique avec des panneaux de revêtement parfaitement ajustés, fixés par des rivets affleurants pour une meilleure aérodynamique. Contrairement à de nombreux autres chasseurs, le Hatcher 100 possédait une dérive verticale détachable, dont la partie avant, comme déjà mentionné, fonctionnait comme un condenseur pour refroidir les vapeurs d'alcool. Les ingénieurs réussirent à rendre le stabilisateur horizontal presque sans soudure. Toute sa surface, qui servait également de radiateur, était fabriquée à partir d'une seule feuille solide. L'aile du Hatcher 100 était entièrement métallique avec un seul longeron et n'était pas divisée en sections séparées. Les panneaux du système de refroidissement étaient intégrés directement à la structure. Chaque panneau était constitué de deux tôles hermétiquement scellées. La tôle extérieure servait de revêtement et mesurait environ 0,03 pouces d'épaisseur, tandis que l'intérieur était plus fine, 0,02 pouces. La distance entre elles variait de 0,16 à 0,24 pouces. Le bord d'attaque de l'aile servait également de refroidisseur. Il était courbé à partir d'une tôle de pouce d'épaisseur, avec deux parties soudées ensemble, et ne comportait aucune structure interne. L'élément le plus robuste du revêtement de l'aile était le capot de la trappe de mitrailleuse d'une épaisseur de 0,16 pouces. Cela fut fait intentionnellement car la trappe était située près du cockpit et les pilotes et mécaniciens marchaient constamment dessus. Il est intéressant de noter que les volets étaient revêtus de métal sur leur partie inférieure, tandis que leur surface supérieure était en tissu. Les ailerons, la gouverne de direction et les gouvernes de profondeur étaient également recouverts de tissu. Au fait, lorsque les volets étaient déployés, les ailerons du Hatcher 100 s'abaissaient également de 11 degrés. Les passionnés de modélisme devraient noter que les volets se défléchissaient à des angles différents. Les volets intérieurs s'abaissaient de 60 degrés, tandis que les extérieurs ne descendaient que de 38,5. La conception du train d'atterrissage de Heinkel recelait une astuce petite mais très intéressante. Alors que les jambes de force étaient normalement rétractées et déployées par un système hydraulique, le mécanisme d'extension d'urgence était entièrement autonome et ne dépendait d'aucun autre système de l'avion. L'ensemble fonctionnait aussi simplement que possible. Il y avait une pédale spéciale juste à l'intérieur du cockpit. En l'actionnant, le pilote libérait les verrous maintenant le train d'atterrissage en position rétractée. Une fois libérés, les jambes de force tombaient simplement hors des puits de roue sous leur propre poids, et un ressort robuste les tirait jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en place. C'était un système qui améliorait considérablement les chances de survie de l'avion, et c'était une véritable rareté pour les chasseurs de l'époque. Très probablement, ils l'ont mis en œuvre après la perte du prototype record H100V3, qui s'est écrasé précisément parce qu'une des jambes du train d'atterrissage n'avait pas réussi à se déployer. En parlant du H100, il convient également de souligner un certain nombre de solutions technologiques avancées utilisées lors de son assemblage. Cela s'applique avant tout aux rivets dits explosifs. Il semble que les ingénieurs aient si bien maîtrisé cette technologie qu'ils l'ont même utilisée dans des zones critiques, comme les jonctions de longerons, même s'il y avait amplement de place pour un rivetage standard. De plus, la conception de l'avion faisait un usage intensif de la coulée électronique. Il s'agit d'un alliage de magnésium léger,
Ils l'ont même utilisé pour fabriquer de grandes pièces à parois minces, comme les cloisons et le cadre de la verrière. L'avion comportait également un bon nombre d'assemblages soudés. Pour conclure l'histoire du Hatcher-100, il convient de partager une opinion personnelle. Ce chasseur ne fut jamais mis en service, car la direction de la Luftwaffe enterra de fait le projet, et c'est dommage, car tout le potentiel qu'il recelait aurait pu vraiment briller. En 1943 et 1944, c'est précisément à ce moment-là que les Allemands furent confrontés au grave problème des chasseurs rapides et à haute altitude. Les P-51 Mustang américains coupaient complètement l'oxygène aux Messerschmitts et Focke-Wulfs, les éloignant de leurs bombardiers stratégiques. À cette époque, le He-100 aurait pu être équipé du puissant moteur DB605. Il avait les mêmes dimensions que le précédent DB601, mais il s'accordait parfaitement avec le canon MG151-20 de 20 mm ou même le MK108 de 30 mm. Cette solution n'aurait pas seulement résolu les problèmes d'armement faible du He-100, mais elle lui aurait également permis d'opérer efficacement à haute altitude. Grâce à sa conception légère et à sa vitesse élevée, ce chasseur aurait pu être un digne rival des redoutables Mustangs et dégager le ciel pour les intercepteurs lourds. Maintenant, concernant la survivabilité au combat du système de refroidissement par évaporation, il y a une nuance importante ici. Toute l'eau du moteur n'allait pas dans les condenseurs, seule une petite fraction. De plus, perdre de l'eau sous forme de vapeur par des trous de balles dans l'aile n'est pas si critique. Il suffit de penser à une bouilloire standard en ébullition. Les ingénieurs de Heinkel avaient anticipé cela dès la phase de conception, rendant les condenseurs faciles à remplacer. Il est donc tout à fait possible que le He-100 aurait pu rester en combat un certain temps, même avec des dégâts plus importants. Le système de refroidissement alcool-huile est une autre histoire. Ils l'avaient installé dans la partie la plus vulnérable de l'appareil. Cependant, ils auraient pu facilement s'en passer. Un radiateur d'huile standard n'aurait pas augmenté la traînée de manière significative. Comparé au système à base d'eau, bien sûr, tout ce raisonnement est purement théorique. L'Allemagne, littéralement écrasée par la puissance militaire combinée de la coalition alliée, n'aurait pas été sauvée par une quelconque arme miracle, et encore moins par un chasseur à moteur à piston standard. Dans le meilleur des cas, il n'aurait fait qu'augmenter légèrement les pertes parmi les chasseurs d'escorte alliés. Mais la véritable valeur au combat du He-100 en tant qu'intercepteur contre les bombardiers lourds ou en tant que chasseur de première ligne à basse altitude pour le front de l'Est aurait probablement été très faible. Alors, qu'en pensez-vous? S'agissait-il d'une erreur fatale du haut commandement allemand ou le He-100 était-il véritablement un tigre de papier inapte à une guerre réelle? N'hésitez pas à écrire votre avis dans les commentaires. Je serai intéressé de lire vos arguments. À bientôt dans les prochaines vidéos.